Salut à tous, c'est Top Boy, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 avril 2025, voilà, et je préfère vous prévenir tout de suite, je n'ai malheureusement aucun trade à vous montrer cette semaine. Par contre, avant de quitter la vidéo, restez, vous allez comprendre pourquoi, j'ai déjà vous expliqué, pourquoi j'ai pas tradé cette semaine, j'étais pas sur le marché, à part lundi. Et deuxièmement, c'est pas grave, ça va nous donner l'occasion de faire une vidéo plus courte et ce sera peut-être même potentiellement une des vidéos les plus intéressantes de la chaîne. Parce qu'on va parler marché, on va parler macro, on va parler de pas mal de choses. Je vais vous donner mon ressenti et ça nous permettra de bien. Je vais essayer aussi de faire une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude euh, et ça nous permettra de bien se préparer pour la semaine qui arrive, qui à mon avis va être, il va se passer des choses. Donc déjà, on va commencer par le commencement. Pourquoi j'ai pas fait de trade cette semaine? Alors c'est pas par volonté, en tout cas pas sur la première partie de semaine. C'était plus par rapport à des problèmes technologiques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros j'ai eu des galères avec mon logiciel de montage vidéo, mon logiciel d'enregistrement et de montage vidéo, vu que c'est la même chose. Donc en fait lundi j'ai fait 300 balles de profit, je crois, sur la journée de lundi, 100 balles sur le DAX le matin. Donc ça s'est bien passé, j'ai l'enregistrement, même je pourrais décider de l'intégrer dans la vidéo ou pas, je sais pas, c'est pas super pertinent, donc on verra. Euh, et puis j'ai fait 200 balles sur le Nasdaq. Et puis en plus, petite anecdote, j'ouvre une parenthèse, j'ai fait 200 balles sur le Nasdaq lundi en étant short à l'ouverture, alors que le marché a pris plus de 1000 points derrière. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Mais voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et malheureusement, j'ai eu un bug sur cet enregistrement-là. La vidéo a coupé en pleine session, enfin le programme a planté en pleine session et j'ai perdu la vidéo que j'avais enregistrée. Du coup, j'ai contacté le service support pour essayer de voir si, parce que en fait, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, elle se upload dans le cloud directement et voir s'il y avait moyen pour moi de récupérer la vidéo. Ils ont mis une éternité à me répondre. Ils m'ont répondu que le lendemain. Ils m'ont dit que oui, c'était potentiellement faisable, mais que pendant qu'ils faisaient la recherche, je devais m'abstenir d'enregistrer de nouvelles vidéos. Du coup, j'ai rien fait sur la journée du mardi. Mercredi, pareil, ils ont mis du temps à me répondre, etc. Ils sont revenus vers moi qu'en fin de journée en me disant que j'avais des manipulations à faire, machin, je sais pas quoi. Au final, j'avais déjà perdu 2 jours de trading. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé sur les marchés et j'ai préféré rester en dehors. Voilà. Je suis totalement transparent avec vous. J'ai fait 300 balles sur la journée du lundi. Donc, ça nous a emmené le portefeuille à 17 230 quelque chose, 230, 235 balles. Donc ça partait bien, pas trop mal en tout cas. Et puis après, quand j'ai pu recommencer à faire les vidéos mercredi soir, mais j'ai commencé à enregistrer les enregistrements la journée du jeudi, euh, là j'ai enchaîné deux take profit à 50 balles. Déjà, j'avais perdu vu la semaine qui s'est passée, encore une fois, je vais revenir dessus juste après, les niveaux de volatilité sur lesquels on était, les volte-face, etc. J'avais plus trop de conviction, j'avais du mal et je me suis mangé deux stop loss de 50 balles chacun, donc j'ai perdu 100 balles en début de session jeudi dernier, jeudi matin, et j'ai préféré m'abstenir. Je me suis dit là ça pue, ça part dans un sens puis dans l'autre, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Ce qui s'est passé cette semaine sur le marché. Je sais pas si, enfin, je pense que j'ai des traders actifs qui me suivent sur cette chaîne. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, au final, j'ai pas été sur le marché parce que j'ai eu, comme je viens de vous le dire, un problème technologique. Mais est-ce que c'est le karma? Est-ce que j'ai été sauvé? Parce que vraiment, c'était dangereux. Cette semaine, c'était vraiment une journée pour perdre de l'argent. Euh, Franchement, quand je vois les niveaux de volatilité, là, vous voyez, vous avez le graphique du SP500, l'indice favori des hedge funds, comme j'aime bien l'appeler, aux États-Unis. Mais regardez-moi cette volate. On est en 4 heures, hein. On est en 4 heures. Donc, bon, écoutez, je vais essayer de faire une vidéo plus courte que d'habitude. On va parler maintenant de mon ressenti sur le marché et comment je vois la semaine prochaine. Moi, je suis très, très inquiet pour la semaine prochaine. Vous allez comprendre pourquoi. Je sais que tout le monde est un petit peu dans l'euphorie là pour l'instant. Enfin, en tout cas, tous les investisseurs et les traders auxquels je parle me disent non, mais c'est bon, l'incertitude, c'est fini, etc. Je vais vous expliquer. Moi, franchement, j'ai vraiment très peur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, récapépète, donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on a Donald Trump, comme vous le savez, qui balance toute une salve de taxes douanières à l'importation sur énormément de pays. Énormément de pays. Donc évidemment l'Union européenne, la Chine, etc., mais également des îles perdues dans le Pacifique, en mer du Nord. Enfin, le mec, il a pété un plomb, quoi. Il a complètement pété un plomb.
Ça a fait énormément chuter les marchés, comme vous l'avez tous vu. Je vais pas vous refaire le topo, hein. Regardez un petit peu le drop là. Là, j'ai pris le SP 500, mais on a eu la même chose sur tous les indices, vous en doutez bien, hein. Nasdaq, Dow Jones, CAC, DAX, ce que vous voulez. Nikkei au Japon, Nifty en Inde, etc. Donc là, on a un drop, on passe de 5665 à 4800 à peu près, ce qui est énorme sur le SP 500. C'est énorme, d'accord? Mais vous savez quoi? Je vais prendre le Nasdaq. Alors, regardez un peu le Nasdaq. Le Nasdaq, non mais franchement, regardez cette volate. Donc, on a Donald Trump qui fait peur à tout le monde en rabattant les cartes du commerce mondial, du commerce international avec sa salve de tarifs. Énorme drop. Là, on est sur le gap d'ouverture du lundi. OK? Donc, lundi, ça ouvre à la baisse. D'accord? Lundi, ça ouvre à la baisse. On arrive, donc là, on est en session européenne, etc. Moi, j'arrive à faire de l'argent ici, précisément. Je rentre short et je fais de l'argent sur cette mèche-là, cette mèche basse. Après, ce qui se passe, alors ça, c'est un cas de manipulation incroyable. Je sais que maintenant, probablement que la news est passée dans tous les médias financiers, tout le monde est au courant. Mais à l'époque, je l'ai vu direct. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais ça, c'était évident. Là, à ce moment-là, le marché se retourne. Mais quand je vous dis le marché se retourne, c'est que sur le Nasdaq, on passe de 16 500 points à 18 200, 230, 240 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à 1800, 1700, 1800 points de hausse sur une bougie horaire. C'est un truc de malade. C'est simple. J'ai regardé, je suis allé dans les archives. Depuis l'existence du Nasdaq, on n'a pas eu une bougie H1 aussi ample que celle-là. C'est bon? Même pendant les crises, la crise de 87-2008, ce que vous voulez, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Donc moi, quand je vois ça, je suis sur le marché à ce moment-là. Je vous explique, je suis sur le marché, je suis short. Évidemment, je fais de l'argent sur le short, mais quand le marché repart à la hausse, je me fais stopper. Alors j'ai mis un stop en positif, mais je prenais quelque chose comme 800 balles, et au final, je me fais stopper, je prends que 200 balles sur le Nasdaq. Et là, je vois le marché repartir à la hausse au début. J'hésite même à choper des points short encore. Je me dis, parce que je suis pas au courant en fait de la news comme tout le monde, j'ai été pris de court. Et je vois qu'on casse toutes les résistances, mais on casse toutes les résistances sans même retraçant, pardon, sans même retracer. Et, et puis, mais avec des moribos yeux, vraiment des bougies extrêmement vertes, quoi, extrêmement grandes, sans retracement, sans rien. Et là, je commence à réaliser qu'en fait, le rebond sur lequel on est, en intraday, hein, quand je suis devant le graphique, il est, il est trop grand pour que ça soit juste technique et il est trop puissant pour que ça soit juste des algorithmes qui s'emballent ou enfin il y a forcément une news, il y a forcément un truc qui drive le truc derrière et j'ai pas la news à ce moment-là. Donc là, moi, quand je vois ça, je suis dans un contexte où le marché fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire et en tout cas, moi, j'ai pas la news qui me permet de savoir pourquoi il fait ça. Donc là, j'arrête de trader. J'arrête de trader et j'attends de voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on vient taper les 18 200. Donc là, moi, je vous explique parce qu'on a eu la news après. J'ai eu la news en fin de journée, hein. En fait, on a le head of trading d'une salle de marché d'une entreprise qui s'appelle le Seabird Group à New York. C'est une institution financière. Ils font du prop trading, du brokerage, etc. Qui balance sur tout le trading floor. Trump rétropédale sur ses taxes douanières. Il fait marche arrière. Voilà. Là, évidemment, la rumeur se répand comme une traînée de poudre et l'indice part à la hausse, tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde achète et ça provoque justement cette hausse de 2000 points dont je vous expliquais juste avant. Maintenant, évidemment, vu que la Maison Blanche ne confirme pas, qu'aucun officiel du gouvernement ne confirme, le marché retombe comme un soufflé. On retombe comme un soufflé, donc on repasse là de 18 200 et on revient à 17 000, donc on repère 1000 points. Imaginez la volate, hein. On repère 1000 points. Et puis après, pendant toute la fin de journée jusqu'au lendemain, jusqu'à même pendant une bonne partie de la session européenne le lendemain, bah, on repart à la hausse et on revient sur les niveaux qu'on avait tapés sur le spike initial du lundi. D'accord? Derrière, évidemment, le marché repart à la baisse, on recorrige et là, ça paraît rien comme ça, hein, mais là, rien que cette bougie rouge, on passe de 17 900 à 17 100. Déjà, on est sur 800 points de drop.
Puis on repart à la baisse. Voilà, on repart à la baisse, mais on revient même pas visiter le dernier plus bas. Le marché rebondit, etc. Et là, évidemment, bon bah cette bougie qui est la plus grosse bougie hein, que j'ai jamais observée sur le Nasdaq. Je crois que ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'ils n'ont pas observé une bougie comme ça sur les marchés américains. C'est vous dire, hein. C'est vous dire la dinguerie qui se passe. C'est historique ce qui se passe là. Le price action qu'on a eu cette semaine, il est historique. Et là, sur cette bougie, donc H4, on passe de 17 182 à 19 122. Voilà. Et, euh, et donc ça, c'est tout simplement Trump qui rétropédale. Euh, qui rétropédale, voilà, en fait, la rumeur qu'on avait eue le lundi, qui se confirme ici, d'accord, qui n'avait pas été confirmée avant, mais qui se confirme ici sur la journée de quoi, de mercredi. Et puis donc évidemment après retracement, parce que c'est normal, hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on retrace et puis regardez, on retrace sur un overlap qu'on a là. C'est assez propre, hein, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez. On casse la résistance là, on revient s'appuyer, on revient tester ce niveau-là qui était un niveau de résistance pour le marché qui fait désormais office de support. Et puis là, depuis, le marché qui a rebondi. Et bon, on n'est pas revenu sur les derniers plus hauts là, mais voilà, on semble bien orienté pour repartir à la hausse. Ok? Alors maintenant, regardez. Regardez un peu la volatilité de ce qui s'est passé là par rapport à toutes les bougies qu'on a là. Même ça, là, qui était une bougie énorme à l'époque, en décembre. C'était à cause de la Fed, ça. Je me rappelle très bien. D'ailleurs, je m'étais fait défoncer ce jour-là. C'est rien par rapport à ce qu'on a ici. Donc, en fait, on parle de manipulation. Pourquoi? Parce que moi, je parle de double manipulation. Et vous allez comprendre, c'est très intéressant. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Voilà, je sais que tout le monde ne pense pas comme moi, mais à mon avis, il y a eu une manipulation ici et il y en a eu une deuxième ici. La première ici, c'est un head of trading dans une société une institution financière qui balance une fausse rumeur. D'accord? Ça, pour moi, c'est un trader ou un groupe de traders qui s'était fait avoir sur le drop qu'on avait eu ici. D'accord? Et qui avait besoin que le marché remonte pour déboucler des positions un peu problématiques. Ça se fait, c'est pas de la théorie du complot de dire ça se fait tout le temps. Les délits d'initiés, enfin pardon, là on n'est pas dans un délit d'initié, mais les manipulations de marché, ça se fait tout le temps. D'accord? Euh, donc là, à mon avis, c'est un trader ou un groupe de traders qui avait besoin de balancer une fausse information sur le marché pour le manipuler et faire en sorte que le marché retourne à un niveau où il ne serait pas retourné normalement, ce qui a permis à ce trader ou à ce groupe de traders de déboucler leur position problématique sans trop de pertes, voire même un peu de profit. Donc là, déjà, c'est de la manipulation. Et d'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que la news que je vous donne, là, quand je dis que c'est de la manipulation, c'est purement, c'est du ressenti. J'ai pas de preuve de ce que j'avance. Mais par contre, la news comme quoi c'est un head of trading au Seabird Group qui a balancé l'info, et je l'ai vu sur Bloomberg, hein. D'accord? Je l'ai pas sorti de mon chapeau. Je l'ai vu sur Bloomberg. Et Bloomberg, c'est pas le journal de Picsou. D'accord? C'est quelque chose de très sérieux. J'essaierai de retrouver le lien là. Et demandez-moi le lien des infos si vous voulez. Je vous les enverrai par email ou en commentaire de la vidéo. Je sais pas comment je ferai ça. Mais, mais ça, pour moi, c'est de la manipulation. Manipulation, derrière, le marché reprend ses droits. Et là, ça, c'est de la manipulation. Alors, ce cas-là est beaucoup plus connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Trump qui rétropédale. Et Trump qui rétropédale sur ses mesures douanières sans avertir son secrétaire au commerce international. C'est-à-dire que le secrétaire au commerce international, il est passé devant le Sénat américain. Euh, il s'est fait défoncer. Vous avez sûrement dû voir la vidéo. Ça a fait le tour du monde, là, maintenant, où le mec se fait défoncer par un sénateur, un député, si je dis pas de bêtises, pas un sénateur, un député qui lui dit mais vous étiez pas au courant. Il dit bah non, 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 c'est Trump qui a décidé et tout. Mais comment c'est pas de la manipulation? C'est de la manipulation, d'autant plus qu'on a Trump qui tweet. Je sais plus s'il a tweeté ou s'il l'a mis sur Facebook. Ah, il a mis un message sur ses réseaux sociaux 20 minutes avant de rétropédaler. Il met c'est un bon moment pour acheter. Voilà, je suis désolé. Et il y a cette troisième, cette troisième vidéo où il présente justement ces chefs d'entreprise américaines dans la Maison Blanche. Lui, il a fait 900 millions aujourd'hui, lui, il a fait 1 milliard, lui, machin. Gros, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça, c'est du insider trading à son maximum. Donc, ce qui s'est passé lundi, pour moi, c'est de la manipulation de marché. On est dans le cadre d'un trader ou d'un groupe de traders qui balance une fausse info pour faire faire au marché ce qu'il n'aurait pas dû faire normalement. Et là, on est carrément dans un délit d'initié. C'est Trump qui rétropédale. Trump, il est pas bête, hein. Enfin, il est pas bête. Il sait très bien ce qu'il fait quand il rétropédale. Quand il balance sa salve de tarifs, là, admettons.
Moi, j'y crois pas les gens qui disent qu'ils pensaient pas que ces décisions douanières, n'auraient pas eu autant d'impact sur les marchés, et cetera. Moi, j'y crois pas. Le mec est président des États-Unis, c'est un gars éduqué, il a des conseillers autour de lui, il a des gens qui regardent, les marchés financiers, les taux à 10 ans, enfin voilà, il est pas tout seul le mec. Bon, il fait beaucoup de choses tout seul, c'est vrai, mais voilà quoi. Il surveille le dollar, il surveille beaucoup de choses. Là, il sait ce qu'il fait déjà, à ce moment-là. Donc mesure douanière, il fait tomber les marchés, d'accord? Derrière, il rétropédale. Donc là, même si à ce moment-là, il n'était pas au courant de l'impact qu'il avait sur les marchés, là, à ce moment-là, il peut plus ne pas être au courant. Il peut pas, parce qu'il sait que ce qu'il a fait là, ça a fait un des plus gros drops sur les dernières années, depuis le Covid, je crois, sur les marchés financiers. Et il sait que c'est à cause de lui, de sa décision. D'accord? Donc quand il est là, évidemment qu'il le sait quand il va annoncer son rétropédalage que les marchés vont repartir à la hausse. Il le sait. Alors maintenant, il y a une théorie assez intéressante. Moi, je suis pas un mec je suis pas théorie du complot, etc. Moi, je suis pas. Bah, c'est-à-dire que je crois pas à tout ce qu'on nous raconte dans les médias. Évidemment qu'on nous ment, évidemment que les gouvernements nous mentent, évidemment que on ne sait pas tout. Nous, les citoyens de base, on va dire, c'est une évidence. Mais après, je veux pas pousser les trucs à l'extrême. J'ai pas besoin qu'on me mente. Enfin voilà, les trucs de la Terre est plate, on n'a jamais marché sur la Lune. Enfin, quel intérêt en fait. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai vu une théorie qui est passée pas mal là, dans, enfin voilà, dans plusieurs sphères, etc. Même sur le net, vous la trouvez. C'est que les États-Unis doivent refinancer leurs dettes. Et moi, d'ailleurs, j'enchaîne, je fais une transition avec le deuxième sujet de ma vidéo, qui va justement mettre en rapport avec les suites que j'attends pour cette semaine, voire même les semaines d'après sur les marchés financiers. C'est que les amis, on est dans une crise de la dette. D'accord? Je vous le dis, ça fait des années, même un peu avant le Covid, que les banques centrales mènent la danse sur les marchés financiers. Les marchés boursiers ne reflètent plus la réalité économique des pays. C'est devenu des casinos géants. D'accord? On est dans un monde où des mauvaises nouvelles économiques, ça fait monter les marchés. Pourquoi? Parce que mauvaise nouvelle économique, c'est synonyme de politique monétaire accommodante, donc c'est bien. Donc ça veut dire free money. C'est injection de liquidité dans le marché, open bar. Vous vous rendez compte? C'est complètement fou. Donc, en fait, les marchés, là, alors là, je vais me mettre sur un graphique à plus long terme, hein, SP500. Graphique weekly. Le SP500, et là, je parle, non, pardon, je suis sur le Nasdaq. Le Nasdaq, mais c'est pareil pour le SP500, le Dow Jones, le CAC, le DAX, que vous voulez, il devrait pas être à ces niveaux-là. C'est stratosphérique. C'est pas normal qu'il soit à ce niveau-là. Et ça s'est accéléré depuis le Covid. En fait, ça fait depuis plusieurs années maintenant que les banques centrales injectent du cash dans l'économie et que c'est la seule chose qui motive enfin qui propulse les marchés financiers à la hausse. D'accord? Le seul but, là, en fait, le but, c'est de faire le plus grand transfert de richesse du 21e siècle. Ce que sont en train de faire les banques centrales, c'est criminel. Pour moi, c'est des gens, ils devraient être en prison, ces gens-là. Leur but, c'est de stabiliser la monnaie et d'assurer un certain pouvoir d'achat. J'ai jamais vu des banques centrales en Europe, mais surtout aux États-Unis, éroder à ce point le pouvoir d'achat des citoyens. C'est criminel ce qu'ils font, parce que quand la planche à billets, elle marche, oui, les marchés montent. Mais en attendant, le dollar ou l'euro perdent sa valeur. Ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 10 euros ou avec 10 dollars, c'est pas la même chose que vous pouviez acheter il y a 5, 10 ans avec 10 euros ou 10 dollars. Donc ça fait quelques années maintenant, ça fait 15-20 ans que les banques centrales ont découvert non pas la planche à billets, ça c'était connu avant, mais les fameux programmes de quantitative easing, c'est des programmes d'assouplissement quantitatif qui permettent aux banques centrales d'injecter massivement. Ça fait depuis 2008 hein, maintenant qu'on utilise ces programmes à tir-larigot sur les marchés, depuis la crise de 2008, où on injecte massivement des liquidités dans l'économie pour justement soutenir artificiellement la hausse sur les marchés. D'accord? Maintenant, c'est tout ce que ça fait. Ça ne résout aucun problème économique, ça dévalue la monnaie, ce qui va à l'encontre de la mission première des banques centrales et en fait, ça ne fait qu'enrichir les plus riches. D'accord? C'est à qui ça profite d'avoir des marchés au plus haut? Je vous pose la question. Ça profite à vous, à moi? Nous, on s'en fout. On trade à la baisse, à la hausse et cetera. Ça profite
aux patrons des grosses multinationales, des grosses capitalisations boursières, aux patrons et aux actionnaires. Voilà, c'est tout. Ça profite à Elon Musk, ça profite à Bernard Arnault, enfin, ça profite à tous ces gens-là qui gèrent, à tous ces actionnaires-là. Voilà. Et on est face au plus grand transfert de richesse. C'est un vol, c'est un braquage en pleine lumière. Moi, les banques centrales, c'est la plaie, c'est la plus grosse menace pour l'humanité depuis les années 2000. Je vous le dis, hein. On parle des terroristes, on parle des virus, on parle de beaucoup de choses. Ce que font les banquiers centraux, à faire grossir la bulle de la dette, la bulle de la dette. On emprunte sur l'avenir, on emprunte sur l'avenir, on emprunte, on en injecte massivement des liquidités, des liquidités. Et là maintenant, c'est un système qui peut plus, on peut plus revenir en arrière. Parce que la bête se doit d'être nourrie. Ça, j'ai sorti plusieurs fois cette expression. La bête se doit d'être nourrie. On est obligé d'augmenter le plafond de la dette chaque année, d'injecter massivement des liquidités dans le marché. On est obligé de faire ça. D'accord? Et petit à petit, on a la bulle de la dette qui grossit, qui grossit, qui grossit. Un jour, ça va péter et peut-être qu'on y est à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ça fait des années que je le vois arriver. Je l'avais déjà même à l'époque où je bossais pour le broker pour qui je bossais avant, où je faisais déjà des vidéos, etc. J'en parlais déjà. Ça fait des années que j'en parle. Avant le Covid, j'en parle de ça. D'accord? Et je disais même, je disais pas quand ça va se produire, mais je disais même le jour où ça se produira, on remarquera certaines choses à certains endroits. Et c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Je vais vous expliquer juste après. Je finis juste là-dessus. Donc, on a la bulle de la dette qui grossit, qui grossit. Moi, je vous ai dit, la crise de 2008, c'était une crise financière. La crise de 2001, c'est une crise Internet. La crise, cette crise-là, là, qui arrive là, c'est une crise de la dette. Purement et simplement. Voilà, c'est tout. Regardez, alors je pourrais le faire là, mais bon, j'ai pas le temps et puis j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, mais regardez les bilans des banques centrales, de la Fed, de la BCE. Regardez un petit peu ce qu'elles ont dans leur bilan, tous les actifs qu'elles achètent, les obligations qu'elles achètent. C'est un mécanisme extrêmement inflationniste. Ils sont en train de dévaluer l'euro et le dollar au profit du marché, qui ne reflète plus du tout l'économie, en fait. Donc, écoutez, moi, ça me fait très très peur. J'avais déjà remarqué un premier signal en décembre dernier. À l'époque, j'étais pas encore sur YouTube. Mais en décembre dernier, on a la Fed qui abaisse ses taux pendant sa réunion de politique monétaire. Et les taux sont soudainement passés enfin, en dessous du niveau des rendements à 10 ans, des obligations à 10 ans aux États-Unis. Ça a été pris comme un très mauvais message par les investisseurs. Le marché a tanké, direct. Le marché a tanké et quand je dis le marché, c'est les indices boursiers, hein. Et les rendements à 10 ans ont continué à grimper sur le mois de décembre. Je rappelle, quand les rendements à 10 ans grimpent, c'est-à-dire que l'obligation se casse la gueule. OK? Et on a atteint 4,60, 4,70%, je crois, ce qui est complètement ouf sur une obligation américaine, sur un rendement à 10 ans américain. Et Jérôme Powell lui-même avait dû intervenir juste avant les vacances de Noël en disant calmez-vous, les taux à 10 ans vont baisser en 2025, machin et tout. Parce que je le dis, je le rappelle, les traders professionnels qui sont sur indice ou sur action, ils regardent le Dow Jones, le SP 500, le Nasdaq, certes, mais ils regardent surtout le comportement des marchés obligataires. C'est ça que je fais sur cette chaîne aussi avec vous, d'accord? Et au final, on a les marchés obligataires qui envoient un mauvais signal. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur la configuration technique du Nasdaq. Voilà, regardez. Là, si vous oubliez tout ce que je viens de vous dire sur la crise de la dette, parce que moi j'ai toujours dit en fait, si vous voulez, que je peux pas prévoir quand la crise de la dette arrive, mais je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle va arriver. Moi, ça fait 4 ans, 4-5 ans que je l'attends, déjà. Mais pendant 4-5 ans, je peux pas shorter le marché en me disant qu'il y a une crise qui arrive. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai pas fait, parce que le marché a continué de grimper, plus haut historique, machin, tout ce que vous voulez. OK? Euh, mais ça arrive. Donc, je peux pas prévoir quand exactement. Par contre, je me suis toujours dit que le jour où ça arriverait, il y aurait deux, trois signes qui nous diraient qu'on y est. Et là, le premier signe, c'était une première journée à moins 8, moins 9% sur les marchés financiers. Spoiler, on l'a eu la semaine dernière. Voilà. Alors je sais, vous allez me dire oui, ça n'a rien à voir avec, c'était par rapport à Trump. Il y a toujours, en fait, à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois qu'il y a une bulle qui éclate, il y a toujours un élément déclencheur. Souvenez-vous, en 2008, c'était Lehman Brothers. La chute de Lehman Brothers, machin, et au final,
Parce que dans l'absolu, Lehman Brothers, c'était une des plus grosses banques de financement au monde, etc. Certes, mais s'ils font faillite, ils font faillite. Pourquoi ça fait chuter tous les pays avec eux? Pourquoi il y a un risque systémique? Ok, je veux bien qu'il y ait des effets, je veux bien qu'il y ait un effet un petit peu domino, etc. Mais ça aurait pas dû prendre l'ampleur que ça a eu si jamais ça concernait que Lehman Brothers. D'accord? Lehman Brothers, c'était juste l'arbre qui cachait la forêt. C'était l'étincelle, en fait, que tout le système était pourri. Et là, on est dans la même configuration. Le système entier est pourri aux États-Unis et en Europe. Pourquoi? Parce que c'est les banques centrales qui l'ont pourri. Les banquiers centraux ne sont pas vos amis. Ils ont déclaré la guerre envers la classe moyenne. Je vous le dis, hein. Je fais exprès d'employer des mots durs, hein, parce que les banquiers centraux, ils sont en train d'exterminer la classe moyenne. À terme, il y aura plus de classe moyenne. Il y aura des pauvres, des très riches. C'est tout ce qu'il y aura. Grâce aux politiques des banques. C'est criminel. Leur politique monétaire est criminelle. Et vu qu'ils sont indépendants, qu'ils ne dépendent pas du gouvernement, ils n'ont rien à dire à personne. C'est scandaleux. Bref. Donc, premier signe, première journée à 9%. Oh, bah tiens, comme par hasard, on en a eu une il y a une semaine. Deuxième signe, instabilité sur les marchés obligataires. D'accord? Je le répète, instabilité sur les marchés obligataires. Oh! Bah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Rendement à 10 ans à 4,50. Bah, attendez, vous êtes sur le graphique journalier. Je vous mets en 3 mois. Oh bah tiens! Regardez, là, on était stable, là. Voilà. Et là, regardez. Là, en 2 jours, on passe de 4,36 à 4,009, donc on perd 35-36 points de base, ok, en quelques jours. Et là, en encore moins de temps, on passe de 4,01 à 4,50. 50 points de base en quelques jours. Si ça, c'est pas de l'instabilité, je... Donc là, on a deux signes. Qu'on est dans le marché, la bulle est en train d'éclater. Ok? Alors par contre, moi, je vous le dis, ce que je vais regarder cette semaine, parce que je reviens sur sur la configuration technique. Là, par exemple, du Nasdaq, mais c'est la même chose sur tous les indices. C'est très propre, regardez. Un mec qui est pas informé, il pourrait se dire, tiens, Trump, il a fait chuter les marchés ici. Voilà. Retracement, établissement enfin d'une résistance. Là, Trump qui rétropédale, c'est une bonne nouvelle. Le narratif a changé, c'est un bon catalyste. Boum, on casse la résistance et on revient faire un pullback dessus. Donc on confirme son caractère de support maintenant. Donc en fait, on a tout. On a le décor macro qui est bon parce que en fait le narratif a changé. Trump, il a rétropédalé sur ses tarifs, donc c'est bon. Voilà. Et techniquement, c'est méga propre, comme vous pouvez le voir. Regardez, on a des niveaux qui sont respectés au poil de cul, c'est magnifique, on est bien. Et là, on peut aller chercher de nouveaux plus hauts. Mais quand on sait ce que je viens de vous dire sur les banques centrales, les quantitative easing, l'instabilité des marchés obligataires, les journées à moins 9%, etc. Et surtout, troisième chose, n'oubliez pas que les marchés financiers n'ont pas commencé à chuter ici, hein. Non, non, non. Le Nasdaq, il n'a pas chuté à 19 500, hein. Le Nasdaq, il chute depuis les plus hauts historiques à 22 255, qui ont été établis sur la deuxième partie du mois de février. Et à cette époque-là, oui, Trump avait déjà pris ses fonctions en tant que président, il avait déjà mis des taxes douanières sur le Mexique, le Canada, blablabla. Mais on était loin de ce qui se passe là quand même. D'accord? Donc moi, je vous le dis, hein, franchement, cette semaine, je vais essayer de vous dire les choses assez clairement. Je peux me permettre de donner des points de vue clairs et précis parce que vous voyez ces vidéos avec un effet retard d'une semaine. Donc, quoique non, cette vidéo, vous allez la voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de pas te donner des recommandations. Je vais pas vous dire achetez, vendez à tel point d'entrée, machin. Ça, c'est vous qui prenez vos décisions. Moi, je vous fais juste un discours sur l'économie avec l'expérience que j'ai en tant qu'analyste. Moi, cette semaine, et puis en plus, c'est trop obvious là. C'est trop vraisemblable. C'est trop téléphoné, le fait qu'on va repartir à la hausse. C'est pas dit qu'on reparte pas à la hausse et qu'on reparte pas, vienne choper ces niveaux-là, 19 100 à court terme, ou qu'on revienne même ici à 19 800, voire même aux portes des 20 000. Peut-être qu'on va y arriver. Mais moi, je vous le dis, hein, le truc que je vais regarder cette semaine, c'est les rendements obligataires à 10 ans. D'accord? Les rendements, attendez, je vous les remets. Les rendements obligataires à 10 ans, là, pour moi, on est dans un décor instable. Et si l'instabilité continue, mais surtout si les rendements obligataires à 10 ans, donc cette fameuse courbe-là, là,
Là, je suis sur MarketWatch, hein, c'est un site que tout le monde connaît, machin, enfin, c'est gratuit. Si vous constatez, là on est à 4,50% sur le rendement en disant si vous constatez un spike à la hausse incontrôlable, je vous parle pas d'une hausse graduelle, hein, je vous parle pas d'un truc normal, je vous parle d'un spike à la hausse, mais incontrôlable. Là, je vous le dis, hein, vous pourrez dire la première fois que vous l'avez entendu, c'était sur cette chaîne, c'est le début du crash qui commence. C'est tout. Et si c'est si le début du crash qui commence, si c'est vraiment la bulle de la dette qui est en train d'exploser, mais tous aux abris, tous aux abris. Le Dow Jones, il va redescendre, mais ça va être biblique en fait. Vous vous rendez pas compte la catastrophe. Le Dow Jones, il va redescendre à 10 000 points. Moi, voilà, on est à combien? On est à 40 000 là, un truc comme ça. Il devrait pas être aussi haut le Dow Jones. C'est pas normal qu'il soit aussi haut. C'est pas normal. Là, moi, en fait, c'est la peur que j'ai pour cette semaine, c'est que on est avec ces taux-là, là, ça devient de plus en plus dur pour les entreprises américaines de se refinancer, et plus les taux à 10 ans vont grimper, enfin les rendements des taux à 10 ans vont grimper, plus ça va être difficile pour les ménages endettés, les sociétés, les gouvernements endettés de se refinancer. Le gouvernement américain, mais surtout les business, parce que c'est eux hein, qui vont déclencher la crise, les bancaires, etc. Et là, vous allez avoir une première vague de défauts qui va commencer à arriver. Et voilà, je vous l'ai dit, le premier signe de la bulle qui explose, c'est un spike à la hausse sur les marchés obligataires. Le deuxième signe, imaginons que vous ne soyez pas connecté comme moi, que vous ne voyez pas l'info. Le deuxième signe, c'est quand vous allez voir une grosse institution américaine déposer le bilan. Voilà. Que ça soit dans le secteur bancaire, automobile, ce que vous voulez. Hein, voilà. Si je dois donner des noms, je parierais bien sur Bank of America. Bank of America, à mon avis, c'est les premiers qui vont sauter. Pourquoi? Parce ils sont en très mauvaise santé, ils ont des mauvais placements, et enfin, ils sont vraiment dans le rouge par rapport à ça. Ils font croire aux actionnaires qu'ils sont dans le vert, mais ils sont pas. Enfin, pas aux actionnaires, mais au grand public, on va dire. Et là, c'est un peu la même situation comme on avait eu en 2008, où les banques se retrouvent avec pas mal de paniers d'actifs moisis, pourris, jusqu'à l'os. Et toutes les institutions financières vont tout faire pour essayer de les liquider le plus rapidement possible. Donc là, si on passe de 4,50 dans la semaine à 4,60, 4,70, 4,85, vous pouvez être sûr que dans les jours qui vont suivre, on aura une grosse institution, une grosse entreprise américaine qui va faire faillite et vous en aurez plein qui vont arriver derrière. Et là, c'est le crash en fait. C'est le crash. Et là, j'espère que vous serez pas long sur le marché à ce moment-là. Je vous dis pas de vous mettre short dès demain à l'ouverture, hein, attention. Hein. Je vous recommande de prendre aucune position. Et même ne m'écoutez pas, prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. D'accord? Faites vos propres recherches, informez-vous. Moi, je vous dis même pas de vous mettre sur le marché. Je vous dis juste, je vous fais juste un commentaire sur la situation instable qu'on a au niveau des marchés obligataires, la situation instable qu'on a au niveau des marchés tout court, hein, parce que ça, c'est pas synonyme de stabilité. Donc, faites très attention cette semaine. Regardez bien. Si vous êtes trader à très court terme, scalper, et que vous ouvrez des positions sur une seconde, une minute, vous en foutez. Mais faites attention à vos tailles de position. Là, on n'est pas sur des niveaux de volatilité normaux. Regardez la taille des bougies qu'on a ici par rapport à là, même ici. C'est pas normal. Regardez les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis. C'est central. Les traders retail ne se rendent pas compte. C'est ça qui donne la valeur. Tous les autres actifs sont des produits dérivés des marchés obligataires. C'est simple. Voilà. Donc, faites très attention à vous cette semaine. Euh, Après, c'est possible que la Fed intervienne, que la Fed rachète de la dette pour justement faire baisser ce fameux graphique, pour alléger la pression sur les marchés obligataires. C'est possible. C'est ce qu'elle fait depuis des années. D'accord? Ça fait des années, à chaque fois que les rendements en 10 ans augmentent un peu trop, la Fed rachète des obligations pour justement alléger la pression sur les marchés obligataires et maintenir les marchés financiers stratosphériquement hauts. Voilà. Là, c'est possible que cette semaine, Jérôme Powell intervienne et que on voit ce chiffre redescendre. Auquel cas, on repartira sur des plus hauts sur les marchés, sur Nasdaq, SP500, Dow Jones. Mais vous avez compris, si j'ai une recommandation à vous donner dans cette vidéo, regardez ce graphique. Regardez-le tous les jours. D'accord? Faut bien vous mettre dans la tête une obligation qui perd ou qui gagne 10 points de base dans une journée, c'est pas normal. C'est pas normal. Les obligations sont normalement les marchés les plus stables.
Ce sont les classes d'actifs les plus stables. D'accord? Un tel niveau d'instabilité dans ces classes d'actifs, ça prouve qu'il y a beaucoup de nervosité sur le marché. À mon avis, il y a beaucoup d'acteurs financiers, d'institutions financières, ils savent plus trop, ils arrivent plus trop à deviner la musique de demain. Ils sentent que ça tourne. C'est pas pour rien qu'on a des gens comme Warren Buffett qui liquident toutes les actions. Le mec, il est acheteur depuis des générations et enfin des générations, j'abuse, mais depuis des années. Et là, il a procédé à sa plus grosse liquidation là en quelques semaines, quelques mois depuis la crise de 2008. Réveillez-vous, réveillez-vous là. Tout ce que je vous dis, c'est une convergence de signaux en fait qui vont dans la même direction. Moi, cette semaine, je vous le dis, hein, clairement, ce que je vais faire. Là, Heu, je vais regarder, les soi-disant machin, s'il y a des points si on va choper un point haut, bah, je me mettrai long et cetera, mais je suis préparé au pire. Je suis préparé au pire. Alors maintenant, par contre, il y a un truc intéressant, c'est que dans le cadre d'un crash comme ça, évidemment, ça devrait profiter à, les actifs qui devraient profiter d'un crash des marchés indices, c'est, des actifs qui sont déliés de toute dette. D'accord? L'or, l'argent. Bah, regardez, l'or, ça aussi c'est pareil. L'or, l'or à 3237, comme par hasard. Comme par hasard, ça vous fait pas tilt, ça. Comme par hasard. Bah oui, évidemment. Donc, je vous ai dit, si on est dans un crash des marchés financiers, dirigez-vous vers des actifs que vous possédez qui sont en dehors du système de la dette. Et pour ça, rien de mieux que des matières premières. À mon avis, les matières premières vont exploser quand il y aura la bulle de la dette qui va éclater. Et deuxième chose, les cryptos. Je vais pas vous dire quelle crypto, faites vos recherches, etc. Mais les cryptos sont par définition déliés du système de la dette. D'accord? Le dollar, il est lié au système de la dette. Il est tributaire de ce que fait la Banque centrale américaine. L'euro, pareil, tributaire de la Banque centrale européenne. Les cryptos, c'est en dehors de tout ça. Et puis, c'est des actifs que vous détenez. Vous les détenez. D'accord? C'est comme si vous achetez un lingot d'or ou un lingot d'argent, vous le détenez aussi. Là, vous êtes tranquille. Dans le cadre d'un crash de la bulle, là, c'est vraiment vers ces valeurs-là qu'il faut se tourner. C'est ça qui va tout péter. Et autant l'or, on est sur un plus haut historique, autant les cryptos, on va regarder ensemble. Les cryptos, je crois qu'elles ont mangé une sale claque, hein. Regardez, le Bitcoin à 73 000 euros, Ethereum à 1385 euros. Là, il y a peut-être un coup à faire. Je vous recommande pas d'acheter, je vous recommande rien. D'accord? Je vous recommande pas d'acheter des cryptos. Je sais qu'avec moi, il y a des investisseurs de long terme, il y a des traders de très court terme. Voilà, je vous dis juste, moi, la situation qu'on a sur les indices américains, européens, ce que vous voulez, la situation technique très très propre, c'est possible hein, qu'on fasse de nouveaux plus hauts, etc. Moi, ce qui se passe sur les marchés obligataires, ça me fait très très peur. Et même si la Fed intervient cette semaine et permet aux marchés obligataires de reprendre un peu des couleurs et d'alléger la pression sur les marchés obligataires en intervenant artificiellement, puisque c'est ça qu'ils aiment faire, bon, bah, c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que la bulle n'éclatera pas cette semaine, mais elle éclatera peut-être dans un mois, 3 mois, 6 mois. Un an peut-être, j'en sais rien. Ça dépend, en fait, c'est eux qui décident. C'est les banquiers centraux qui décident. Le jour où ils arrêteront d'injecter des liquidités dans le marché, c'est le jour où ils auront décidé que la bulle éclate. Donc vous imaginez bien qu'ils le feront à un moment qui leur profitera le mieux. Eux et les gens pour qui ils travaillent, évidemment. D'accord? Ça n'arrivera pas par accident. Alors oui, dans les médias, pour nous, le grand public, ils vont dire ah non, mais c'est à cause de la guerre, des hausses, des tensions géopolitiques en Moyen-Orient, en Europe de l'Est. Ah, mais c'est à cause de la guerre commerciale de Trump. Bah oui, ils vont trouver un coupable. Ils vont trouver un coupable plutôt que d'admettre que le système lui-même est pourri jusqu'à l'os. Ils vont trouver un coupable. D'accord? Mais vous et moi, nous savons. Là, avec cette vidéo, vous savez. C'est pas arrêtez de regarder le Dow Jones, arrêtez de regarder le dollar, l'euro, machin, regardez les obligations, regardez ce que font les banquiers centraux ne serait-ce que depuis le Covid. Ne serait-ce que depuis le Covid. D'accord? Elles veulent vous tuer. Ces institutions-là veulent vous tuer. Elles veulent transférer la richesse des classes moyennes vers les plus riches. Qui est plus de classe moyenne, en fait. Que des très pauvres ou des très riches. Voilà. C'est l'érosion du pouvoir d'achat. Donc, allez, peut-être que la bulle éclatera pas la semaine prochaine,
mais les amis, elle va éclater. Que ça soit dans la semaine prochaine, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est pour ça que faites attention avant de vous endetter, avant de prendre des crédits, faites attention quand même. Parce que ça pue, ça pue. Donc écoutez, voilà, je suis désolé, cette vidéo a pris un ton très alarmiste. Mais au final, je suis limite content de pas avoir tradé cette semaine pour pouvoir justement faire une vidéo comme ça. C'est pas juste une vidéo où je balance des trades, c'est une vidéo vraiment où je balance déjà mon point de vue sur l'économie et les marchés. Je vous dis ce que moi je regarde, les marchés obligataires, etc. C'est vrai que j'essaierai de faire des vidéos comme ça un peu plus souvent, des vidéos où je parle d'économie, mais aussi des vidéos plus tuto où je parle de techniques de trading, etc. Parce que j'utilise aussi beaucoup d'outils quantitatifs euh, pour justement sélectionner mes marchés, faire mon stock picking, sélectionner les perforex avec le plus de probabilité de succès, etc. J'ai énormément de choses à vous dire sur cette chaîne. Mais voilà, bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Je voulais faire une vidéo de 20 minutes, là, ça fait 40 minutes que j'enregistre. J'y arrive pas, décidément, j'y arriverai jamais. Moi, cette semaine, je vous l'ai dit, je vais être très prudent. De toute façon, on est sur des niveaux de volatilité où je vais pas avoir des tailles de position très élevées. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des positions très élevées pour faire des profits parce que regardez la taille des bougies devant lesquelles on est. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer pour vous, que ça va bien se passer pour l'ensemble des gens. Mais en tout cas, moi, vous le savez, l'instabilité des marchés obligataires, ça me fait très très peur. Les premières journées à -9, -8% qu'on a eu il y a pas longtemps, ça me fait très très peur aussi. Et je suis pas certain, même si la situation technique est très propre et la situation macro semble avoir ramené un vent de soulagement sur les marchés, je suis pas certain qu'on soit complètement sorti des bois. Voilà, si on continue à spiker à la hausse sur les marchés obligataires et on commence à avoir une première vague de défauts d'entreprises américaines, protégez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites très attention à vous. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, s'il vous plaît, partagez mon travail, likez, mettez des commentaires. C'est important pour moi pour le référencement, ça me fait super plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, je vais pas vous forcer à liker si ça vous a pas plu. Mettez un pouce rouge si ça vous a pas plu ou commentez pourquoi ça vous a pas plu. Envoyez-moi des messages, je réponds. Moi, j'ai envie d'échanger avec des passionnés, ça me fait super plaisir. Là, j'ai vraiment l'impression de parler à une caméra tout seul comme un con. Mais bon, voilà, en tout cas, je fais ça pour le kiff, ça fait plaisir. Je conserve quand même mon objectif de 18 000, de passer au-dessus des 18 000 avant la fin du mois. On a largement le temps de le faire, on est au-dessus des 17 000 à l'heure actuelle, on est à 17 200 quelque chose. Donc voilà, mais on va y aller tranquille. Merci à tous, profitez de la fin de votre week-end, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!